Pour la rubrique In Vino Veritas, Christian Scalisi, notre maître sommelier, nous amène ce mois-ci dans une ville du littoral pour découvrir un vignoble bien caché aux limites du Pradet et de la mer. Mais avant, nous lui avons demandé de nous rappeler les objectifs de sa rubrique. Christian, bonjour. Bonjour. Vous animez maintenant la rubrique In Vino Veritas. Quels sont ces objectifs? Alors les objectifs, c'est d'aller découvrir le vignoble varois, les vignerons varois, essayer de les rencontrer au plus près et qu'ils nous fassent partager leur passion, qu'ils nous présentent leur domaine, essayer de parler de la typicité, essayer de parler de l'identité de chaque domaine, et puis à travers une discussion amicale, parce que j'ai la chance de les connaître un petit peu, ces gens-là, pour les fréquenter depuis une vingtaine d'années. Donc c'est vrai que j'estime avoir des rapports un peu privilégiés. Donc l'idée, c'est de faire passer un message, c'est d'aller découvrir leur vin, et puis d'essayer, à travers ces reportages, de vous donner envie d'aller les rencontrer, parce que ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui sont simples, ce sont des gens qui ont des choses à dire. Donc à travers ces rencontres amicales, essayer de vous faire passer leur passion. Voilà. Mais c'est pas une démarche technique, hein. On sent bien quand on vous voit en contact avec les vignerons. C'est plus l'idée de donner aux gens l'envie d'avoir envie. Oui, c'est ça. En fait, qu'on ne soit pas tout seul, nous, à avoir envie et à se rendre compte que ce qu'ils font, c'est bien. C'est essayer de faire partager ça. Et effectivement, je veux dire, le travail de la terre, le travail de la vigne, ça reste la simplicité. Je veux dire, dès lors qu'on sort de ce cadre d'écoute et de simplicité, je pense qu'on est un petit peu à côté des choses. Donc il faut revenir à des choses plus terre à terre, et effectivement, à travers la simplicité. Le vin, c'est la convivialité. Voilà. Donc je pense qu'il faut rester là-dessus. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer le domaine de la Navicelle. Le domaine de la Navicelle, oui, qui est une belle propriété que moi j'adore, qui est au Pradet, dans la banlieue toulonnaise, sur un terroir exceptionnel, où on fait des vins avec une véritable identité, avec un vrai savoir-faire, avec une vraie culture de la vigne, une vraie modestie, un vrai message, encore une fois, à faire passer, puis avec des gens passionnés. Bonjour. Est-ce que vous voulez bien en quelques mots nous présenter et nous parler un petit peu du domaine de la Navicelle? Alors, le domaine de la Navicelle est un petit domaine viticole, donc sur la frange littorale du Var, à l'entrée de la rade de Toulon. Un petit domaine qui compte aujourd'hui 20 hectares de vignes, petit tout simplement parce qu'on est sur cette frange littorale avec un terrain relativement accidenté. Et donc aussi un terroir qui va être plus marqué justement étant sur cette frange littorale. Le domaine appartient à un groupe étranger nord-européen. Depuis combien de temps? Depuis quasiment une vingtaine d'années. Ah, c'est assez ancien, oui, tout à fait, qui est un peu passé par des hauts et des bas, je dirais plus de bas que de hauts. Et depuis maintenant 6 ans, notre maison mère nous a donné objectif de miser sur des produits de grande qualité et la mise en avant de ce fameux terroir de la Colle Noire. Voilà. Vous avez combien de temps que vous êtes au domaine? Exactement 6 ans que je m'occupe de ce domaine. C'est vrai que le domaine est très ancien. Oui, le domaine est ancien puisqu'en fait, je dirais sur le Pradet était quand même une assez grande commune viticole, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les années 1950-1960, le Pradet comptait plus de 200 hectares de vignes. Donc c'était quand même une belle cité viticole. Qui petit à petit, dû justement à l'immobilier, les terrains agricoles et viticoles ont rétréci pour terminer aujourd'hui à environ 40 hectares de vignes sur le Pradet. Il reste vous et le Clos-Cibonne. Tout à fait, hein, et un autre petit domaine qu'on appelle le domaine de l'Artaude. Donc c'est 3 petits domaines qui se bataillent sur ces 40 hectares de vignes. D'accord, donc vous disiez que le domaine était très ancien. Moi, pour connaître un petit peu le domaine et vous connaître un petit peu, je sais que vous avez refait un peu le boulot depuis le début, c'est-à-dire gros travail au niveau de la vigne. Tout à fait. Beaucoup de replantation parce que le vignoble est assez ancien. Exact, donc le vignoble est assez vieux, c'est un vieux vignoble
je dirais une moyenne d'âge de 40 ans, donc ça veut dire que passablement beaucoup de parcelles sont au-delà de 50 ans d'âge, en allant jusqu'à des parcelles qui ont jusqu'à 82 ans, donc ce qui est assez rare encore dans la région, avec un objectif justement de maintenir ces vieilles parcelles. Qui dit vieille parcelle dit automatiquement une forte mortalité de souche, et donc cette mortalité, on ne va pas en fait arracher une parcelle pour la replanter entièrement, on va plutôt complanter pour maintenir un niveau. On remplace au fur et à mesure en fait. Ouais, c'est assez flagrant quand on est venu au mois de janvier ici, où il n'y a pas de végétation et qu'on voit bien, on voit bien les trous dans les vignes avec les nouveaux plants. Moi ça m'a effaré parce que en discutant avec vous, on parlait des rendements qui sont extrêmement bas ici, mais ils sont dus déjà à une volonté de qualité, mais ils sont aussi le résultat d'une obligation de tous ces cépages qui sont remplacés, tous ces pieds de vigne qui sont remplacés en fait. Exactement, ouais. Tout à fait. Parce que pour maintenir un niveau qualitatif sur une exploitation, si l'on passe par un arrachage replantation directement, il va nous falloir certainement 20-25 ans pour arriver de nouveau au niveau potentiel qualitatif. Donc on a plutôt opté sur la partie complantation. Voilà. Et le domaine est planté comment? Quelle proportion? Alors essentiellement je dirais en cépage dominant, on est sur le cépage Syrah qui va représenter quasiment 30% de l'encépagement. Qui suit ensuite derrière, qui est suivi en fait par le Tibourin, le fameux cépage Tibourin qui reste encore très local chez nous au Pradet. Oui, une forte identité. Oui, tout à fait. Tibourin au Pradet. Un cépage très ancien probablement, il a beaucoup d'histoire, mais c'est un cépage qui fait partie de ces vieux cépages provençaux et qui amène une typicité bien spéciale dans les vins, totalement différente d'un Grenache ou d'un Cinsault. Qui va amener plus d'opulence, plus de richesse, peut-être un peu moins de fruits, mais aussi avec un tout petit potentiel de garde qui n'est pas inintéressant. Ouais, on est sur un standard qui est un petit peu différent. Voilà. Alors ensuite, pour les autres cépages, on a bien sûr tous les cépages de la région, que ce soit donc en blanc du Rolle, de la Clairette, du Muscat, mais le Muscat rentrera dans les vins de pays. Ensuite, on va se partager entre Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Carignan et voilà un petit peu, je dirais, le panel de cépages qu'on va retrouver d'ailleurs partout ici dans la région. Vous produisez combien de bouteilles? Nous sommes à peu près sur une production aujourd'hui de entre 60 et 65 000 bouteilles. Ce qui va bien sûr, si vous traduisez, va vous montrer que nous avons des rendements relativement faibles, puisqu'en moyenne d'exploitation, je me retrouve environ à, on va dire, entre 30 et 35 hecto-hectares. Ouais, ce qui est la moyenne extrêmement basse, là où généralement on est plutôt autour de 50, dans les autorisations, 30 et ce qui se fait, je dirais, la référence de ce qu'on fait dans n'importe quel temps vignoble. Enfin, de toute façon, vous disiez que vous axiez sur la qualité. La qualité ne vient pas que de la vinification, elle vient aussi du travail à la vigne. Donc c'est pas en faisant du 60 hecto-hectares que forcément on va arriver à faire des grands vins. Il est clair que la qualité d'un vin vient avant tout de son vignoble, du soin qu'on y amène, mais aussi du potentiel, parce que il faut aussi qu'il y ait un terroir, il faut aussi que quelque chose puisse s'exprimer dans ces raisins. Et ici sur le domaine, étant donné que nous sommes sur des rendements faibles, avec également un encépagement plus à rouge, c'est-à-dire Syrah, nous devenons en fait une exploitation un petit peu atypique dans les Côtes de Provence, puisque notre production principale c'est avant tout du rouge, puisqu'on est quand même sur une production de 60% de rouge, ce qui est quand même considérable pour la région. Cette année les chiffres c'est 82 de rosé je crois, et puis après le reste ça se partage entre, sur l'appellation Côte de Provence, voilà, vous êtes à 62 rouge, voilà. Et les blancs c'est quoi, 5%? Les blancs représentent à peu près 8% voilà, de la production. Ouais, donc on travaille un petit peu différemment avec une idée, tout à fait, avec un autre objectif. Il faut savoir que lorsque l'on est sur des rendements qui sont très faibles, automatiquement on va avoir des concentrations dans les raisins qui seront plus importantes. Et aujourd'hui, il est vrai que dans les rosés, on ne va pas chercher forcément cette concentration
dans un rosé, parce que ça va donner des rosés de bouche, des rosés avec beaucoup de mâche, plutôt axé alors la production vert des rouges, où justement on a besoin de cette concentration. La tendance des rosés, c'est de faire des rosés un petit peu plus plaisir, un petit peu plus légers. Et le souci, c'est quand beaucoup de vignerons, quand on va chercher la concentration, le problème c'est qu'on a toujours peur d'avoir des vins qui soient vineux, quoi. Ce qui quelquefois est un peu le cas ces dernières années. Oui, tout donc, à fait. Il faut toujours être super prudent sur ce que l'on veut faire. Mais ouais. Votre système de commercialisation, il se répartit un peu comment Alors notre système de commercialisation est très très simple. Nous avons, nous avons 2 magasins de vente sur lesquels nous travaillons, je dirais, pour plus de 80% de nos vins produits sont vendus dans nos magasins de vente. On a exclu ou quasiment exclu la partie caviste et prospection en restauration. Parce que justement nous sommes un peu atypiques et il est très difficile d'amener un petit peu ces vins vers la restauration où il y a un peu des idées préconçues et je ne marche pas dans ce cadre-là. Voilà. Je sais pas de quoi vous parlez, notamment sur la commercialisation de millésimes des rosés, c'est ça? Tout à fait. Ouais, on en discutait tout à l'heure en fait, où vous expliquiez que chez vous sur la cuvée Insolent en rosé, qui est une cuvée à forte dominante Tibourin, vous commercialisez encore le 2009, ce qui est très justifié, je veux dire en soi, parce que quand on connaît vos vins, en soi il vaut mieux boire des 2009 sur cette cuvée là plutôt que des 2010 qui ne sont pas encore faits. Donc c'est vrai que le problème c'est qu'en restauration, à force de dire une vérité qui en est une, qui est qu'un millésime chasse l'autre, le souci c'est qu'aujourd'hui, à cette période de l'année, essayer de vendre des 2009, c'est mission impossible. Dès lors qu'il y en a un qui, sur sa carte des vins, sort son premier 2010, pour les autres ça devient extrêmement compliqué. Donc j'allais dire, c'est un peu l'effet boule de neige. Donc c'est vrai, je comprends que la restauration c'est un peu compliqué. Tout à fait. Et j'en reviendrai à dire aussi, justement pour moi l'effet terroir est très important. Et l'effet terroir ne va pas se ressentir dès la première année. Au début, sur un vin, on est marqué, je dirais, par le côté fruit, le côté variétal du vin et le terroir, la minéralité, parce qu'on va avoir des vins qui vont développer beaucoup de minéralité, on les aura vraiment au bout d'1 an, voire de 2 ans. Donc on est quand même sur un objectif, je dirais, qui est bien différent de ce qui se fait actuellement en Côte-de-Provence. Donc vous, c'est la vente au particulier, finalement. C'est la vente au particulier que je privilège parce que, encore une fois, le vin, c'est un relationnel avec son client, c'est une communication et je mise tout sur cette communication. Le vin, c'est un... Vous voulez supprimer les intermédiaires? Ah oui, c'est ça, oui. Oui, je pense Comme que... ça, vous maîtrisez le discours, quoi, du début jusqu'à la fin. Je maîtrise le discours et derrière, je transmets une passion, je transmets un savoir-faire et je trouve ça très plaisant. Voilà. Oui, c'est indispensable. Donc là, on est sur votre blanc traditionnel. Tout à fait. Alors, cuvée tradition 2009. On a choisi volontairement les 2009 pour voir un petit peu comment ils évoluaient. Oui. Pour essayer Bien sûr. de confirmer ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais donc l'encépagement là-dedans. Alors on est sur 80% de rôle et donc le reste en clairette. Donc quelque chose de relativement fin au nez avec un côté fruit qui est présent mais sans être trop important. Et déjà cette minéralité qui se ressent de manière assez importante. C'est frais, ça reste floral quand même, mais un vin quand même déjà très racé, très typé. Oui, racé. C'est vrai que le nez, il y a une belle complexité. Il y a un joli côté floral avec des notes d'acacia, de chèvrefeuille. On sent que c'est mûr, on sent que c'est gras. On parlait tout à l'heure de petits rendements. Là, on sent qu'il y a des petits rendements. C'est pas le truc qui est fait à 70 hectos où on cherche ce qui est plus du nez et rien d'autre. Là, il y a une belle palette aromatique. Il y a du fruit derrière, effectivement, il y a ce côté très mûr. Il n'y a pas de lourdeur, ça reste super fin. Là où souvent, c'est vrai que malgré tout chez nous, les 2009, pour certains, sont un petit peu fanés. Là, on a l'impression, moi pour le suivre assez régulièrement, je trouve qu'à la limite, autant cet hiver, on était
vraiment sur cette minéralité, mais il avait un peu perdu son fruit. Il était un petit peu, on sentait qu'il était un peu tendu par l'hiver, quoi. Mais là il a repris une certaine expression. En bouche c'est gras, il y a un bel équilibre, on manque pas d'acidité. C'est vrai que c'est des blancs à la limite. Autant, c'est-à-dire si on goûtait les 2010 comme on a fait tout à l'heure à la cave, c'est plus dur, c'est moins épanoui, c'est moins aimable. C'est vrai que ça justifie tout à fait. Après, j'allais dire ici, sur le Pradé, on est sur un terroir particulier, sur un climat particulier, vous avez une philosophie particulière. Il n'est pas question de faire l'ombre d'une généralité. D'ailleurs, enfin, je veux dire, les deux propriétés qui sont sur le Pradé sont deux propriétés avec une vraie identité, avec une vraie personnalité, chacun dans leur style différent. C'est un peu à part par rapport aux autres. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à la longue, par exemple. C'est très bien ce qu'ils font, c'est pas mieux ou moins bien, c'est simplement différent. Mais ouais, il y a une vraie identité. C'est un joli 2009, c'est bien ça. Ça demande une gastronomie aussi un petit peu plus recherchée. Là, on va pas se contenter, enfin, on va pas se contenter, ça va très bien. Mais on peut le prendre à l'apéritif, c'est pas un problème, c'est bon, donc ça va quoi. Mais c'est vrai qu'à la limite, ça ira mieux sur un poisson en sauce, sur quelque chose d'un petit peu plus parfumé, des beurres à l'estragon, sur des choses comme ça, sur des poissons blancs un petit peu plus gras, sur des turbos. Bon oui, sur les loups, sur la cuisine vraiment méditerranéenne, c'est parfait. Mais même sur une viande blanche, ça c'est pas mal ça. Hein, quelque chose un peu avec des épices qui se relèvent un peu, il y a de la tenue, il y a du gras, il y a de la personnalité, quoi. Et après, je crois que sur une de nos autres cuvées, on est sur la cuvée spéciale. On est sur du blanc avec un petit passage en barrique. Tout à fait. Alors en fait, il faut savoir que notre manière en fait, de récolter le raisin est aussi un peu spécifique. On ne va pas récolter, quand on récolte une parcelle de blanc, on va rentrer quand même 4 fois dans la même parcelle, avec un intervalle régulier de 8 à 10 jours. Avec des consignes bien précises au vendangeur, il me récolte un type de raisin bien particulier. Et pour arriver à faire non seulement 4 cuvées différentes, mais aussi pour pouvoir justement avoir un degré de maturité différent entre chaque cuvée. Et je trouve que c'est un petit peu monotone de vendanger une parcelle en une fois et de faire qu'un seul vin, alors que justement en travaillant et en sélectionnant un peu plus la récolte, on arrive à faire des vins très très différents les uns des autres. Tout en notamment manuel chez vous, bien sûr, tout en vendanger manuel, avec cette fameuse cuvée Prestige. Donc qui vient d'un 3e tri, donc c'est un 3e passage, on est quasiment, je dirais, fin septembre. Donc on est déjà sur des maturités qui sont assez poussées, un raisin qui est quasiment, je dirais, en semi-passerillage déjà, et où on va en fait faire une vinification en fût, c'est-à-dire pas seulement un élevage, mais une fermentation en fût, avec suivi ensuite d'un bâtonnage et un élevage sur lit en fût pendant 8 mois. Donc, vraie vinification bourguignonne. Tout à fait, tout à fait. Et donc là, automatiquement, on va développer tout autre chose, des vins beaucoup plus complexes, plus gras, des vins avec une énorme complexité et qui vont pouvoir vieillir dans le temps. Oui, les derniers qu'on a goûtés, je crois que c'était 2007. Oui, non, 2007 on a goûté peut-être. aussi. Oui. Ça commençait à être intéressant. Tout à fait. Ça commençait à évoluer. Voilà. Là où 2008 était vraiment encore un petit peu fermé, on était sur un autre registre. Bon, on va goûter notre fameuse cuvée insolent 100% Tibourin. 2009. Merci. À préciser. C'est amusant parce que le Tibourin, c'est vrai que ici, quand on questionne un petit peu les gens, on prend souvent effectivement un vin un petit peu vineux. On est sur des clichés qui ne sont pas représentatifs du Tibourin, parce que là, ce qui frappe quand on a ce vin dans le verre, on a une cuvée, on a une couleur qui est très très pâle, on est sur des reflets saumonnés extrêmement légers, on a une couleur qui est très délicate, juste ce qu'il faut. Bon, on sait que c'est du rosé, il n'y a pas de souci, mais on est vraiment sur la délicatesse. Le Tibourin qui peut penser, qui fait souvent penser, c'est pas un peu rustre, là c'est l'inverse absolu. Tout à fait. La finesse et l'élégance. Alors le Tibourin est un petit peu un cépage mal aimé, je dirais, en Provence. C'est un petit peu comme ça que moi je le conçois. Viticolement parlant, il est relativement maladif, donc attention à sa production.
on est très vite sujet à l'oïdium. Mais c'est un cépage qui est très productif, qui amène beaucoup de raisins. Donc derrière, si on veut arriver à avoir des vins de qualité, on est obligé de faire tomber du raisin en verre en été pour vraiment concentrer au maximum. Et sur cette cuvée par exemple de Tibourin, on va être à peu près en rendement à entre 20 et 25 hecto-hectares. Donc quelque chose de relativement bas pour un rosé, bien entendu. Relativement moins faible. Oui. C'est plus que relativement. Et je dirais, là aussi, on va pousser le raisin au maximum de sa maturité. Et de nouveau, on aura quelques grains déjà passeriers. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on ressent de manière assez importante en mettant le nez sur le verre. Un peu confit. Oui, c'est confit. Ça, on l'avait pas l'année dernière. Mais c'est maintenant le Tibourin, voilà, on est sur un 2009, c'est maintenant qu'il commence à se dévoiler. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur ce côté fruit, on est sur un côté vineux, un côté confituré, confit, c'est très intéressant. Ouais, là où d'habitude on va plutôt retrouver la pêche, les arômes de menthe dans les rosés, ce côté très avenant en fait du millésime nouveau, là c'est un registre très différent. Effectivement, c'est confituré, il y a ce côté presque un peu surmaturé. Par contre en bouche, il y a un gras remarquable, c'est tenu par une belle acidité, il n'y a pas de déficience. C'est un rosé autrement, mais c'est vrai que c'est le type de rosé, qui a un peu d'expérience quand même là-dedans. J'en ai pas vraiment goûté des tonnes des comme ça. On n'est pas, parce que bien souvent avec des couleurs aussi pâles, quand on cherche à faire la légèreté, la finesse, etc. Je fais un mauvais croquis, mais généralement les vins au bout de 10 mois, quand ils ont passé l'été, ils sont cuits complets, ils sont complètement fanés. On a des vins qui sont finis et terminés. Là c'est pas le cas, il y a une tenue derrière. Il n'y a pas un brin d'évolution, on est sur un registre qui est très différent. C'est amusant. Il y a beaucoup de fraîcheur, par contre. Oui. On n'est pas passé sur, sur un rosé intellectuel, pas ça. Mais même s'il demande de ne pas réfléchir, mais c'est pas un vin de dégustation, ça c'est un vin pour mettre à table. Tout à fait. Alors là, bien sûr, il faut mettre quelque chose à la hauteur. Et là, je pense que tous les plats très typiques en provençal vont être en adéquation. Que ce soit bien sûr ici sur le littoral, sur tout ce qui est poisson grillé, bien entendu, mais après, sans hésiter à mettre un aioli, voire même une bouillabaisse, la rouille ne lui fera pas peur. Oui, non, ça oui. Ouais, parce qu'il y a une belle tenue derrière, il y a quelque chose. Quoi. Mais après, c'est vrai qu'en dehors dans les accords mets et vins, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient un peu, mais on essaie d'élargir un peu la chose. Mais c'est vrai que sur une cuisine d'Afrique du Nord, une cuisine asiatique, ça parfait. Tout à fait. S'il y a des épices, voilà, ça c'est formidable. Sur des sauces aigres douces, où c'est quand même super compliqué d'essayer de marier des vins, ça c'est top. Voilà. Après, il n'y a pas de généralité à faire sur le vieillissement des vins, mais ici c'est une particularité, c'est vraiment une particularité de pouvoir. Après, je dois dire que à l'unanimité de tous les vignerons, c'est que 2009 est vraiment un millésime, même si maintenant ça devient plus compliqué, comme vous disiez, de les avoir sur les cartes des vins, mais les rosés 2009, cet été aurait été parfait. Voilà. Au printemps, cet été, ils auraient été parfaits. Le problème, c'est que soit il n'y en a plus, soit les vignerons ne veulent plus les vendre. Parce que le consommateur, puis on lui explique aussi que le rosé se voit dans l'année. À un moment, on ne peut pas faire machine arrière. Et c'est vrai que les rosés 2009, pour beaucoup, dans les bons domaines, ici, globalement, il y en a quand même un paquet, il vaut mieux boire des 2009 que des 2010. Les 2010, à mon avis, ils seront bien quand on n'aura plus. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon, on va goûter la cuvée Col Noir 2009. Moi, c'est ma cuvée préférée. Ça, vous le savez, moi j'adore la Col Noir. La Col Noir, c'est quelque chose. Mais j'aime déjà bien les rouges, mais alors la Col Noir, ça. C'est une cuvée qui est née en 2007. Nous avions à l'époque deux vins sur notre carte. Notre cuvée Tradition, qui était un standard sur le fruit, sur quelque chose d'assez gourmand, très plaisant, très facile d'accès.
et puis avec une garde, une petite garde, et puis une cuvée Prestige qui par contre venait de très vieilles vignes, avec des concentrations très poussées, et puis avec un vieillissement barrique bien entendu. Et il me fallait, à la demande de la clientèle, il me fallait un intermédiaire. On a créé cette cuvée avec des vignes d'âge moyenne, des rendements, je dirais, aussi assez faibles, hein, puisqu'on est sur des 25 hecto-hectares, avec une dominante ici dans cette cuvée de Grenache. Grenache qui amène beaucoup de rondeur, de la souplesse, avec un doigt de Syrah, je dirais, qui va amener un petit peu ce côté épicé, ce côté un petit peu fruit très noir, poivré. Et pour terminer, pour l'amener dans la longévité, on a encore rajouté un petit peu de Mourvèdre. Mourvèdre qui amène je dirais cette structure, ce côté ossature. Et ici, il est bien, hein. On parle souvent du Mourvèdre à Bandol, mais ici, il est bien, il voit la mer. Voilà. Parce qu'on dit souvent que les Mourvèdres, si on doit les faire mûrir, il faut qu'ils voient la mer. C'est pour ça que dans le Haut-Var, ils partent en courant avec les Mourvèdres. Mais ouais, non, et derrière, on a pour, je dirais, donner une harmonie de ces trois cépages, on a fait un petit passage en fût de 6 mois qui va juste limer les angles, arrondir un petit peu ce côté très carré du vin quand il sort de fermentation. On arrondit. C'est bon du bois, je trouve. Hein. C'est juste ce qu'il faut. Voilà, il faut pas. Il apporte le côté empyromatique, il relève le côté épicé, mais en aucun cas. Il domine sur. Souvent le problème des passages en barrique dans les rouges, c'est sur le plan aromatique ça va, mais c'est dès lors qu'il commence à donner. Les tanins du bois commencent à se mélanger avec le reste. Là, vous avez 3 cépages quand même avec une bonne personnalité. Que ce soit la Syrah ou le Mourvèdre, donc quand même des tanins avec une certaine personnalité. Donc là, en 2009, c'est un millésime très mûr, quand même relativement riche. Voilà, là, je trouve que le dosage est bon. On lui donne une petite touche de finesse supplémentaire sans partir sur quelque chose de trop massif. Tout à fait. Alors ça c'est un vin, je dirais, voilà, qui peut se déguster déjà très bien maintenant. On est sur un millésime qui est jeune, hein, on est quand même sur du 2009, mais dès qu'on est sur des maturités qui sont quand même relativement poussées, on a des tanins qui sont mûrs, qui sont souples, et c'est un vin qui aujourd'hui, voilà, peut se déguster, mais je dirais peut encore tenir un peu en bouteille, de l'ordre de 4 à 5 ans. Après, tout dépend bien sûr de ce que l'on recherche dans un vin. Il faut un minimum, on ne bouge pas les pieds sur ce type de vin. Enfin, je dirais, y compris avec des vins dominants de Grenache, on se rend compte qu'en plus il y a des petits rendements, on sent qu'il y a de la concentration, on sent qu'il y a du fruit. Ça, c'est des vins qui vieillissent 10-15 ans sans problème. Après, on passe peut-être sur un autre registre, mais c'est vrai. Là, c'est bon tout de suite. Il y a un côté plaisir, il y a un côté fruit frais, il y a une belle tenue. Il n'y a pas d'acidité qui domine, il n'y a pas de tanins agressifs, les tanins sont soyeux justement, c'est ça qui est intéressant. Parce que le Mourvèdre, quelquefois, quand il commence à envoyer un peu des tanins, c'est pas toujours très fin, hein, mais on mâche un peu. Ouais, on mâche un peu. Bon, là, c'est pas le cas. Mais moi, j'aime beaucoup cette cuvée Col Noir parce qu'il y a une vraie personnalité, il y a une vraie identité de terroir. C'est un vin qui est parfaitement bien travaillé. Je veux dire, c'est un bon vin, voilà, c'est un bon vin. Quand on l'a sur table, on n'a qu'une envie, quand on en boit un verre, on a envie d'en reboire derrière, quoi. Ça, c'est important. Voilà. Puis ça, c'est le vin qu'on met volontiers dans sa cave. C'est des vins qui sont toujours aimables, c'est toujours des vins qui ont une vraie identité. Enfin, une belle dégustation. Merci. Yannick, je vous remercie de toutes ces belles explications et puis j'invite tout le monde à venir vous voir et à venir découvrir vos vins, puisque vous voulez faire passer directement le message, vous, du producteur au consommateur. Tout à fait. Une dernière petite chose, il est vrai que pour que justement on puisse exprimer aussi bien, je dirais, un terroir, depuis 2 ans, nous sommes orientés vers la biodynamie. C'est peut-être un débat que vous aimez moins, mais je pense qu'aujourd'hui, quand on veut vraiment exprimer son terroir,
être en bio, voire en biodynamie, c'est quelque chose de très important. On fait souvent l'assimilation. On ne le connaît pas, mais on fait souvent l'assimilation entre la culture bio et la biodynamie. On a l'impression que c'est un peu la même chose. Enfin, ça n'a rien à voir. Autant sur le bio, je suis plus modéré, mais ça c'est quand même plus personnel. La biodynamie, il faut le maîtriser, quoi. Voilà. Oui. Je trouve que c'est une belle chose, une belle idée, mais il faut vraiment le maîtriser. Je trouve que c'est quand même extrêmement compliqué, c'est extrêmement risqué. Donc, moi, je peux que rendre hommage aux gens qui partent sur la biodynamie parce que autant sur le bio, on sait où on va et on sait vers quoi on peut tendre. Sur la biodynamie, il est clair, mais c'est aussi, c'est ce qu'on a envie de transmettre au travers des vins. Ce côté relationnel dont on parlait tout à l'heure avec le client, pour moi, est très très important. Et pouvoir faire des visites, amener les gens devant la vigne, leur expliquer qu'est-ce qu'il se passe au niveau du sol, qu'est-ce qui se passe au niveau du végétal, et d'amener tout ça vers un produit fini, je trouve que c'est l'histoire d'une vie et c'est une histoire fantastique. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. Je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Je vous invite également à nous retrouver sur la tournée des estivales de Var-Matin dans tout le Var, en compagnie de Manolo et sa Fiesta Gypsy. Au revoir.